Nous avons parlé d'ambivalence. Comme je l'ai dit, les patients peuvent être ambivalents à l'égard des soins, et je pense donc que le quatrième principe de la psychopharmacologie psychodynamique est de favoriser l'alliance et de s'occuper des transferts négatifs qui conduisent à une résistance aux médicaments. Une fois que l'on a compris la dynamique du patient, il est possible de façonner nos interventions de manière à ne pas heurter cette dynamique. Ainsi, pour les patients qui ont été dépossédés de leur pouvoir, il convient d'être particulièrement attentif au renforcement de leur autorité. Nous savons, par exemple, que les patients ayant un style d'attachement dédaigneux ont tendance à avoir une moins bonne observance et de moins bons résultats, mais nous savons aussi qu'une bonne communication efface cet effet. Par conséquent, si vous avez identifié un patient ayant un style d'attachement dédaigneux, vous allez vous concentrer sur une bonne communication avec ce patient. Nous pouvons également envisager d'augmenter la dose, non pas du médicament mais du médecin, car il s'agit d'une intervention simple qui permet de dire au patient qu'il aimerait le voir un peu plus souvent pendant qu'il procède à ces changements. Et lorsque vous avez le sentiment que des transferts négatifs sont en jeu, il s'agit parfois d'une simple intervention qui peut vous donner l'espace nécessaire pour y remédier et pour changer quelque chose dans la façon dont le patient se sent investi par vous. Vous pouvez également effectuer des interventions psychodynamiques plus intentionnellement interprétatives en aidant les patients à anticiper les sources de résistance, en vous alignant sur les aspects les plus sains du patient et en interprétant de manière consciente, mais sans interférer avec le travail d'interprétation d'un psychothérapeute, s'il en a un, en respectant les rôles et les limites, et en limitant ces interprétations simplement à l'utilisation de médicaments par le patient. Un autre principe de la psychopharmacologie psychodynamique est d'identifier et de contenir le contre-transfert, le passage à l'acte. Elvin Semrad, qui était un professeur de psychothérapie légendaire à Boston et le professeur de mes professeurs, a décrit la rencontre médecin-patient comme une rencontre entre un grand désordre et un désordre encore plus grand. Je pense qu'il est important pour nous de reconnaître que le patient n'est pas la seule personne ayant une capacité d'irrationalité dans la relation médecin-patient et que le patient n'est pas la seule personne dans cette pièce qui a un inconscient. Et les patients qui luttent contre des affects accablants induisent très souvent des affects correspondants chez les autres, n'est-ce pas? Ainsi, les patients qui se sentent en colère peuvent nous mettre en colère. Les patients qui se sentent impuissants et désespérés peuvent induire chez nous des sentiments correspondants d'impuissance et de désespoir. Il arrive alors que nous prescrivions des médicaments non pas pour répondre à l'anxiété du patient, mais pour répondre à la nôtre, ce qui peut conduire à des prescriptions irrationnelles. Des recherches ont été menées à ce sujet. Waldinger et Frank ont constaté que pour les patients difficiles à traiter, le groupe B, les facteurs de contre-transfert dans leur analyse, semblent l'emporter sur la prise de décision rationnelle dans la prescription de médicaments. Ainsi, des sentiments complexes et difficiles à supporter ont souvent été suscités chez le médecin et ont commencé à orienter les décisions de traitement. La première chose que nous voulons faire dans nos prescriptions est de contenir l'impulsivité, non pas du patient, mais de nous-mêmes. Vous savez, vous aimeriez vraiment prendre du recul et réfléchir. Une chose qui est évidemment très utile à cet égard est la consultation de collègues lorsque vous avez des patients difficiles à traiter. Une autre chose que vous pouvez faire est une formulation dynamique, et j'en écris une sur chaque patient que je vois, qui a des antécédents de résistance au traitement lorsqu'il arrive. Selon la recherche de Treloar, qui est un clinicien TCC, il a enseigné des formulations cognitives comportementales ou psychodynamiques à des cliniciens de première ligne travaillant aux urgences avec des automutilateurs récidivistes, et le fait d'avoir une formulation a aidé ces traitants à préserver un sentiment d'empathie, bien que, dans cette recherche, il semble que pour les personnes qui ont appris la formulation cognitive comportementale, ce sentiment d'empathie diminue avec le temps, de sorte qu'après 6 mois, il n'est plus significatif. En revanche, les personnes qui avaient appris une formulation psychodynamique pour les aider à comprendre l'automutilation chronique conservaient leur empathie au fil du temps. Ainsi, si nous pouvons développer une formulation concernant nos patients, cela peut nous aider à gérer notre contre-transfert. Il n'est pas rare que les patients se présentent en état de crise et il peut être difficile d'éviter de modifier les médicaments, même s'il est peu probable que les changements de médicaments résolvent le problème sous-jacent. Quelle intervention non pharmacologique devrions-nous donc proposer aux patients? Le plus souvent, les crises ne sont pas des crises que les médicaments peuvent traiter de manière significative, du moins sur le plan médical, étant donné qu'il s'agit de réactions désespérées à une sorte de facteur de stress psychosocial dans un moment qui va passer.
Lorsque nous prescrivons des médicaments, ceux-ci peuvent être utiles, mais le plus souvent, ils fonctionnent davantage comme des placebos, qui satisfont le sentiment du médecin ou du patient que quelque chose doit être fait. Le point de départ serait de reconnaître que le médecin a également du mal à gérer ses propres sentiments et que ce n'est pas le patient qui lutte contre l'accablement. Il y a d'autres choses que nous pouvons faire, surtout avant la crise. Nous voulons éduquer le patient sur les limites réelles des médicaments, sur la façon dont ils peuvent devenir des solutions permanentes à des problèmes temporaires, en particulier chez les patients qui viennent nous voir et qui prennent déjà toute une série de médicaments, ce qui semble assez irrationnel au début. Nous pourrions vouloir explorer si la détresse du patient est un problème de maladie ou un problème de vie, s'il s'agit vraiment d'une dépression, ou s'il s'agit d'une réponse inadaptée à des facteurs de stress réels dans le monde, et si nous devons l'aider à développer une meilleure réponse à ces facteurs de stress réels ou aux injustices auxquelles il est confronté. Il est, ainsi, au lieu qu'ils se sentent abandonnés, lorsque nous ne prescrivons pas de médicaments, nous leur inculquons une façon de penser plus complexe à l'égard des médicaments, et nous commençons à leur enseigner que les médicaments ont des effets psychologiques autant, voire plus, que des effets biomédicaux. Bien sûr, nous voulons impliquer le patient de manière empathique, mais notre empathie a autant de chances de contenir que n'importe quel médicament. Et, parfois, si vous êtes suffisamment empathique, cela remplace l'augmentation des médicaments ou de la fréquence des visites psychiatriques. Dans ces situations, nous devons veiller à responsabiliser les patients. Nous allons leur donner des choix tels que vous pouvez essayer ces techniques d'adaptation ou les médicaments, et cet acte de responsabilisation les met dans une meilleure position pour penser plus clairement. Vous pourriez ajouter, lorsque vous parlez à ces patients, que l'apprentissage de techniques d'adaptation aura probablement des effets plus durables qu'une augmentation des médicaments. Vous pourriez dire par exemple, « Je pense que vous devriez peut-être opter pour les techniques d'adaptation, mais si elles échouent, vous avez une solution de secours et vous me ferez savoir quand nous passerons aux médicaments. » Il s'agit donc de différentes stratégies pour essayer de ralentir le processus. Et, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises à propos du contre-transfert, je pense que nous apprenons de plus en plus à quel point il y a des questions d'équité en matière de santé impliquées dans tout cela. Ainsi, dans le cadre de la reconnaissance de l'irrationalité des prescripteurs, il est également important de reconnaître comment nos propres préjugés inconscients peuvent perpétuer ou amplifier les inégalités systémiques. Nous savons qu'il existe des pressions en faveur d'un mauvais diagnostic chez nos patients de couleur. Un certain nombre d'études ont montré qu'il est plus probable que nous adoptions des positions déresponsabilisantes à l'égard des patients issus de communautés marginalisées. Nous savons, par exemple, qu'ils sont statistiquement plus enclins à préférer le conseil, mais nous leur donnons, dans l'ensemble, moins d'informations sur les options de traitement et communiquons avec eux d'une manière qui perpétue la passivité du patient. Et nous sommes plus enclins à prescrire de manière oppressive, de sorte que, par exemple, ces patients sont beaucoup plus susceptibles de se retrouver avec des doses plus élevées d'antipsychotiques que les patients des groupes sociaux dominants. En résumé, les patients souffrant d'affects accablants induisent très souvent des affects correspondants chez les autres. Nous pouvons alors prescrire en essayant, non pas de répondre à l'anxiété du patient, mais de répondre à la nôtre, ce qui peut conduire à des prescriptions irrationnelles. Lorsque les patients introduisent des idées préconçues, négatives, basées sur le transfert dans le traitement, il est généralement important de les identifier et de les traiter avant, ou si vous le pouvez, ou lorsqu'elles deviennent une source de résistance au traitement. Il est plus probable que les facteurs de contre-transfert l'emportent sur la prise de décision rationnelle lors de la prescription de médicaments. Ces facteurs peuvent agir en nous sans que nous en soyons conscients. En reconnaissant l'irrationalité des prescripteurs, il est également important de reconnaître comment nos propres préjugés inconscients peuvent perpétuer ou amplifier les inégalités systémiques.